Nous, on a choisi la banque qui finance les petits projets comme les grands. Alors, on a une grande nouvelle à vous annoncer. Ça va nous changer la vie. On y réfléchit depuis longtemps. Alors, on a vu Claire. Notre conseillère de la Banque Postale, elle nous a dit, pas de souci, on peut financer votre projet. On va acheter une voiture. À la Banque Postale, nous avons compris qu'il n'y a pas de petits ou de grands projets, juste vos projets. Profitez de notre offre spéciale sur les prêts personnels auto, travaux ou projets valables jusqu'au 1er juin 2013. Renseignez-vous en bureau de poste ou au 3639, 15 centimes d'euros TTC la minute. La Banque Postale. Banque et citoyenne. Après acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale, intermédiaire de crédit exclusif du prêteur. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. À partir de ce soir et jusqu'au 7 mai prochain, spectacle monumental. La Nuit aux Invalides est présenté chaque soir, sauf le dimanche, dans la cour d'honneur des Invalides. Hier soir, Franck Ferrand a pu y assister avec une bonne partie de l'équipe d'Au cœur de l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. C'est vous qui manquiez à l'appel hier soir, Julia. J'avais piscine. Il faut dire que vous êtes à la télévision tous les soirs aux côtés de Jean-Marc Morandini. C'est gentil de le citer. Disons clairement les choses, nous en avons pris plein les yeux hier soir et c'est notre éblouissement que j'aimerais vous communiquer aujourd'hui. Alors vous souhaitiez aussi, je crois, parler de l'histoire des illuminations et des spectacles son et lumière. Et oui, ces spectacles de plein air sont un bon moyen de faire connaître le patrimoine et de faire redécouvrir l'histoire aux foules estivales ou en tout cas à celles de la belle saison. L'idée est née au siècle dernier, même si les illuminations en tant que telles remontent, vous allez voir ça, à la nuit des temps. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Les éclairages viennent de s'éteindre, place aux lumières. En douceur, l'immense cour a basculé dans une ombre propice à l'évocation, peut-être même à l'invocation. Seul continue de briller au-dessus de la masse maintenant obscure des bâtiments et des galeries, le dôme couronne des Invalides avec son clocheton d'or redoré par les projecteurs. L'Hôtel National se concentre, il se prépare à nous livrer ses fantômes. Rares sont les lieux en France qui ont accueilli autant de figures de gloire, vivantes ou mortes, puisque ce grand hôpital des blessés au champ d'honneur, des caducs, comme dit le général Baptiste, ce lieu de célébration vibrante sert aussi d'ossuaire à nos grands soldats. Dans le silence à peine troublé par les grondements de la capitale, nous avons laissé Paris derrière nous en franchissant le portail à la gloire du grand roi, déjà tout festonné d'azur et d'or, comme émaillé d'azulejos par la grâce des projections. Dans le silence, donc, retentit la voix grave, complice d'André Dussolier. Cette voix pourrait être celle des pierres, des belles pierres de Saint-Leu bien taillées, bien ajustées pour les Invalides. Cette voix semble émaner du gosier ovale de toutes ces lucarnes ouvragées qui, par série de 5, se découpent maintenant, éclatantes sur l'écran sombre des toits, alignées enfin comme une compagnie de sentinelles aux premières loges du drame national. Les lignes de cette architecture austère se redessinent, se frisent d'argent, sourlent d'or. Soudain, les proportions parfaites de la cour me font vaciller sur le pavé. Le génie de l'architecte saute au visage de la foule en même temps que la noblesse des lieux. Une noblesse soulignée de minces raies de lumière, comme les lignes idéales d'un édifice cristallin. La cour s'empourpre alors de velours rouge galonné d'or. Et je sens comme un pincement au cœur à l'idée de la joie qu'aurait éprouvé Monsieur Jules Hardouin-Mansart en découvrant son chef-d'œuvre paré de si vives couleurs, magnifié de si fortes fresques, transcendé par la lumière. Les façades, vous savez, ces façades rythmées d'arc en plein cintre, ces façades s'animent, elles sont tour à tour un clavier où se joue la grande sonate mémorielle, une page blanche où s'épanche la fougue et le sang de la Révolution. Toutes nos splendeurs s'incarnent dans cette architecture, dans ces veines maçonnées, les grandes eaux royales de Versailles, les détonations impériales d'Austerlitz, les fastes bons enfants de la République. Et soudain, voici Walt Disney, c'est Fantasia avec une armée
armée de soldats de plomb partis à l'assaut des arcatures. L'instant d'après, c'est Wagner à travers les brumes ravageuses et poignantes des guerres mondiales. Nos 3 stars nationales, évidemment, nos locomotives, comme disait Van der Kemp, Louis XIV, Napoléon et De Gaulle, sont là, évidemment, mais à la vérité, ce sont 3 chênes qui cachent la forêt, car la présence que ressentent les spectateurs pantelants, figés dans la cour, les yeux écarquillés devant tant de surgissements mouvants, émouvants, la présence qui s'impose à tous, presque depuis le début, c'est celle du monument, bien sûr, et jamais les mots prononcés par André Malraux en 1961 à la tribune de l'Assemblée nationale n'avaient sans doute à ce point touché leur destinataire. Je cite Malraux. Et je vais le faire sans vibrer la voix, si vous voulez bien. C'est pour cela que nous voulons les sauver, ces monuments, non pour la curiosité ou l'admiration, non négligeable d'ailleurs des touristes, mais pour l'émotion des enfants que l'on y tient par la main. Michelet a montré jadis ses petits visages éblouis devant les images de leur pays, où la gloire n'avait pas d'autre forme que celle du travail et du génie. C'est elles qui nourrissent notre communion la plus profonde, car c'est par elles que les combats, les haines et les ferveurs qui composent notre histoire s'unissent, transfigurés au front fraternel de la mort. Puissions-nous faire que tous les enfants de France comprennent un jour que ces pierres encore vivantes leur appartiennent à la condition de les aimer. Un écho vieux de 50 ans et plus, un écho qui achève d'emporter l'adhésion. Un extrait sur Europe 1 de la musique utilisée pour le son et lumière de la nuit aux Invalides. On en parle dans un court instant, juste après ça. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et avec votre premier invité, Franck, le général de division Christian Baptiste, directeur du musée de l'armée. Eh oui, bonjour mon général. Bonjour monsieur Ferrand. Pourquoi ce spectacle aux Invalides ? Moi qui l'ai vu, je connais la réponse, mais j'aimerais que vous nous le disiez. C'est un patrimoine tout à fait extraordinaire que vous mettez en valeur. Oui, c'est un patrimoine extraordinaire. C'est un patrimoine de 15 hectares planté au cœur de Paris. Qui est visité par plus de 3 millions de visiteurs chaque année, mais qui n'est peut-être pas si connu que ça. Le musée de l'armée est abrité par ce patrimoine, et comme je le dis souvent à mes collaborateurs, nous sommes le bijou, mais il y a l'écrin. Et l'écrin est une histoire extraordinaire. Comme vous le savez, il a été fondé par Louis XIV en 1670, et Montesquieu. Avec une vision sociale déjà. Alors, assez étonnante. Pour parler techno et moderne, c'était une vision globale du traitement d'une armée professionnelle, puisqu'il s'agissait d'avoir à la fois une caserne pour vétérans, pour caducs, un hôpital de 300 lits, très moderne, puisque vous pensez, on voulait que les pièces soient éclairées, ventilées, et on ne voulait qu'une seule personne par lit. C'est une véritable révolution médicale. Également un hospice pour officiers désargentés, mais également des ateliers, parce que Louvois, le ministre de la Guerre, Louis XIV, pensait que ne rien faire était conduire au vice. Et enfin également une forte présence de la religion, parce que Louvois, Louis XIV, vous savez que le roi... On est dans la partie du règne de Louis XIV où l'on revient fortement vers la religion. Il y a quelque chose d'austère, de grandiose et de religieux dans ces extraordinaires Invalides. Oui. Et ça ressemble à un cloître. La cour d'honneur a quelque chose d'un cloître. Oui, c'est ça. Et donc, il savait que tous ces rudes soldats en avaient vu et en avaient fait bien des choses sur les champs de bataille. Et comme le roi se voulait le représentant de Dieu sur terre, il estimait qu'il était de son devoir de leur reblanchir l'âme avant qu'ils retournent voir le père. Et donc il y avait, si vous voulez, quand vous étiez admis aux Invalides, si vous étiez un soldat, c'était 40 jours dans les mains des prêtres de la congrégation des missions pour faire une sorte de confession publique. Pour les officiers, c'était 15 jours. J'en déduis que soit ils pêchaient moins, soit ils assimilaient plus vite l'instruction. Voilà, donc c'était un endroit extraordinaire. Je vous disais que Montesquieu, qui n'était pas censé être un admirateur de Louis XIV, écrivait quand même dans les lettres persanes « Je crois que c'est le lieu le plus respectable de la terre,
de par son excellence d'architecture et de par l'excellence du projet global social du traitement du soldat. Comme tous ces grands monuments hérités du grand siècle, on l'avait taillé un peu grand peut-être, évidemment. Il a fallu que les régimes successifs, par la suite, en fassent quelque chose. Alors c'est aujourd'hui le musée de l'armée, un musée tout à fait extraordinaire dont nous vantons très régulièrement les mérites à ce micro, car c'est vraiment une des choses les plus étonnantes, je crois, qu'on puisse visiter à Paris. C'est aussi le tombeau de Napoléon. Et je laisse dans sa parenthèse la polémique qu'il peut y avoir sur le sujet. C'est d'une façon générale un grand lieu de mémoire. Et le spectacle qui a lieu donc à partir de ce soir et jusqu'au 7 mai prochain est un spectacle peut-être moins historique que mémoriel. On y met en avant les 3 grandes figures que sont Louis XIV, Napoléon et De Gaulle. Oui, alors nous cherchons, si vous voulez, à ce que les Français se réapproprient leur histoire. C'est très important. La connaissance d'un passé commun, c'est ce qui cimente les citoyens aujourd'hui, finalement. Bien. Et donc, le musée a une approche, bien sûr, scientifique, rigoureuse, culturelle, même si la scénographie est attrayante. Mais nous pensons qu'il faut ratisser large et que tous les moyens sont bons pour ramener vers le musée, pour que les gens de nouveau se réintéressent. Et un spectacle, à condition que ce soit un spectacle de qualité, à condition que ce soit un spectacle dont la beauté et la technicité correspondent aux défis qu'impose cette cour d'honneur, nous avons pensé que cela permettait aux citoyens, aux Français de faire un retour, un premier pas. Voilà. Et même s'il y a un côté féerique, onirique, les équipes du musée qui ont collaboré avec les concepteurs du spectacle ont veillé à ce que tout ce qui est dit soit scientifiquement juste. Alors le principal concepteur de ce spectacle, son directeur artistique, celui qui l'a scénarisé et mis en scène, c'est Bruno Cellier. Bruno Cellier est avec nous dans ce studio, ce qui fait que dans un instant, nous allons en savoir plus sur les coulisses de cet événement incroyable. Ça s'appelle La Nuit aux Invalides. C'est à partir de ce soir et c'est jusqu'au 7 mai. Franck Ferrand sur Europe 1. Et à l'occasion de la nuit aux Invalides qui se tient à partir de ce soir à l'hôtel national des Invalides, nous parlons effectivement illumination, féerie, ciné-scénie, ce qu'on appelait jadis les sons et lumières. Et oui, les sons et lumières. On va venir d'ailleurs, si vous voulez, dans un instant, à l'occasion du récit, nous allons revenir sur l'histoire de ces sons et lumières. Bonjour Bruno Cellier, merci de nous rejoindre. Alors vous êtes l'homme par qui tout est arrivé. C'est la 2e saison de ce spectacle, il faut le dire. Un certain nombre de chanceux avaient déjà pu le voir l'année dernière. Oui, c'est la 2e saison de La Nuit aux Invalides, puisque une semaine avait été programmée en 2012, au printemps, dans les mêmes dates, avec un temps un petit peu plus frais qu'aujourd'hui. Mais au regard du succès de la première saison, nous avons eu la joie, l'honneur de pouvoir redonner une 2e saison, ce spectacle. Alors ce qu'il faut dire, c'est que vous, des spectacles de ce genre, vous en avez déjà conçu un certain nombre. Ça n'est pas du tout un coup d'essai. Voilà, il y a une 40aine de spectacles. J'ai eu la chance de pouvoir créer une 40aine de spectacles et de traiter, c'est peut-être pas le bon mot, mais de réaliser des spectacles sur des grands monuments, Notre-Dame de Paris, entre autres, et différents châteaux et abbayes en France. Alors Bruno Cellier, ce qu'il faut dire, c'est que le virus, vous l'avez contracté, si je puis dire, dans la cour même des Invalides déjà. Oui, c'est une très longue histoire, c'est vrai. Et c'était il y a plus de 30 ans, enfin je n'ose dire, vous deviez être tout petit. Vous pouvez. C'était effectivement au tout début des années 80. Le premier spectacle auquel j'ai assisté, c'était dans la cour d'honneur des Invalides. Et c'est ce qui a créé un lien très particulier entre ce monument et moi, puisque j'ai développé plusieurs projets avec des échecs. Et c'est la 4e proposition, avec le partenariat du musée de l'Armée, que nous avons pu créer ce spectacle. J'ai eu la chance d'y faire mon service militaire, vous voyez, j'ai voulu le faire là-bas pour creuser un petit peu plus l'histoire du monument et toutes ses symboliques et pour être mûr le jour où j'aurai la chance d'y faire un spectacle. C'est un des plus grands écrans du monde dont vous disposez, un écran en 3 dimensions qui est plus est parce qu'il y a les arcatures, les pilastres, les colonnes, tous les frontons, enfin évidemment toute l'architecture de cette sublime cour d'honneur des Invalides. 4000 mètres carrés de façade dont certains éléments donc tout à fait en relief, à illuminer grâce à 17 vidéoprojecteurs. C'est le travail de 29 techniciens. N'en jetez plus, c'est un peu une super production de la lumière à laquelle vous avez donné vie. Oui, c'est ce qui est merveilleux dans le spectacle en général, c'est dans le processus de création, c'est qu'au départ ça part vraiment, il y a un coup de cœur, il y a une analyse professionnelle, et c'est qu'après, mais le coup de cœur est important. Et effectivement, pour ce spectacle-là, il y a une débauche de technologie, c'est vrai, mais qui est au service, toujours pareil, d'une histoire, d'un monument, et qu'on fait en sorte que cette technologie s'efface, qu'on l'oublie, pour garder l'essentiel. Vous travaillez dans le cadre
cadre de la société Amaclio. Et c'est un travail de, comment est-ce qu'on pourrait le définir, de projection Quel est le terme? Je ne sais même pas s'il existe un terme tout à fait approprié pour définir ces illuminations de façades monumentales auxquelles nous assistons depuis quelques années. Alors, on a voulu créer un nouveau terme parce que l'appellation sans lumière, on le verra tout à l'heure, recoupe différentes réalités. On a créé un mot, le terme Meniameni, qui veut dire les murs, les murailles parlent, s'adressent à vous. Redites-moi le mot. Meniameni. Meniameni. Je suis pas sûr que ça ait un très grand succès. Non, on va le noter. Voilà, c'est pas. Mais c'est vrai, l'appellation qui reste, ça reste effectivement un son-lumière parce que l'image est projetée, c'est un flux c'est un flux de lumière. Alors il y a une autre société bien connue qui fait ça en France, c'est Scherzo, qui a illuminé les façades notamment de nos cathédrales. Et l'une des responsables de cette maison, c'est Hélène Richard. Elle est avec nous au téléphone. Bonjour Hélène Richard. Bonjour. Merci beaucoup de nous parler de ce savoir-faire très spécifique qui consiste à donner des couleurs, de la lumière et à accentuer même le relief des grands monuments. Finalement, c'est ça votre travail? Oui, tout à fait. Ça fait partie de la réflexion qu'on mène depuis pas mal d'années, effectivement, dans la, comment dirais-je, dans la plus pure tradition française. Oui, alors c'est même une spécificité. On va voir ça dans un instant à propos des sons et lumières. Tous ces spectacles qui mettent en jeu la projection et la lumière sont une spécificité française. Il y a quelques exemples à l'étranger, mais enfin, c'est vraiment, ça vient de chez nous. Ça fait partie de nos savoir-faire très, très spécifiques. Vous avez illuminé toutes les cathédrales de France, ou pas toutes, mais un certain nombre. Mais un certain nombre, oui, en commençant par la petite collégiale Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, puis en continuant avec... Petite collégiale par la taille, mais très importante par l'art. Par l'histoire, oui. Absolument. C'est vrai que c'est une merveille. Elle est toujours aussi émouvante à chaque fois qu'on la voit, aussi souvent la voyons-nous. Et puis la grande cathédrale d'Amiens, puisqu'elle est immense, c'est là qu'on a continué. Amiens était comme, à l'instar de Poitiers, était de ces églises qui étaient peintes. Et donc on a effectivement travaillé sur la polychromie et on a, comment dirais-je, contribué à cette idée, à la réhabilitation de l'idée que les cathédrales étaient peintes, effectivement. C'est ça, elles étaient de multicolores, disons-le, et c'est toujours Absolument. Assez spectaculaire de voir ça. Oui, tout à fait. Et puis on a travaillé sur Reims, bien évidemment, Rouen, Le Mans, la cathédrale de Beauvais qui est encore debout. Oui, alors cette cathédrale de Beauvais qui aurait pu effectivement finir mal et qui est toujours là, gigantesque cathédrale, une véritable dentelle de pierre. Vous y travaillez en ce moment? Oui, on y travaille en ce moment et on s'étend un petit peu dans la ville en travaillant sur l'horizontalité de la Galerie nationale de la tapisserie, voilà. Merci beaucoup Isabelle Richard de la société Scherzo qui elle aussi illumine les monuments français. Alors en général, quand vous voyez votre cour bien connue, bien familière, transfigurée littéralement et transformée tantôt en théâtre Napoléon III, tantôt en chantier de la Troisième République, ça doit vous donner des frissons, c'est un peu curieux, non? Alors ça me donne des frissons. Mais ce que j'ai pu noter au cours de la première saison, puisque nous sommes maintenant sur la deuxième saison, c'est le bonheur de voir que finalement cette émotion, alors qu'on se veut maintenant, surtout si on est parisien, cynique, revenu de tout, à l'abri de toute émotion. Mais non, ils ne sont pas comme ça. Nous avons vu que ce patrimoine, la nuit tombée, ces lumières qui s'allument, ces murs qui vous parlent, et c'est ce qui m'a plu dans le projet de Bruno Cellier et d'Amaclio, c'est que finalement dans leur scénographie, c'était les murs qui vous parlaient. Et ça induit une relation avec ce patrimoine extraordinaire. Et ces murs vous prennent par la main et vous racontent leur histoire, notre histoire, à travers 350 ans. C'est notre histoire moderne et contemporaine qui se déroule et nous sommes au milieu et cette émotion est palpable. Et à la fin, lorsque les spectateurs applaudissent les murs qui leur ont parlé, c'est extraordinaire. Le récit de Franck Ferrand. Avec un récit de Franck qui nous plonge maintenant au cœur de l'histoire des sons et lumières. Alors je ne sais pas, parce que nous n'avons pas fait une étude sur toutes les émissions de radio qui ont pu exister dans le passé, mais je pense que ce sujet des sons et lumières a été extrêmement peu traité à ce jour, et j'ai un moyen très simple de m'en rendre compte, c'est la documentation historique. Figurez-vous que dans la très grosse documentation dont je dispose, il n'y a tout simplement rien sur les spectacles son et lumière, ce qui prouve, je pense, que c'est un sujet parfaitement méconnu, maltraité, et c'est dommage, parce que, comme je le disais tout à l'heure, il s'agit non seulement d'une spécificité bien française, mais il s'agit d'un des éléments d'animation de notre patrimoine dans toutes les régions de France. Il suffit de voir au mois de juillet, au mois d'août, le nombre de spectacles qui mobilisent des villages entiers de bénévoles.
C'est un article de Jean-Loup Fillot-Méhus qui est paru dans Vivre l'Histoire en septembre-octobre 2001 qui m'a donné le peu d'éléments qu'on peut trouver. Donc vous voyez, quand je vous dis c'est vraiment pas grand-chose, l'article, cela dit, est vraiment bien fait. Et Jean-Loup Fillot-Méhus raconte qu'en fait tout ça est né à peu près au moment de la Première Guerre mondiale, puisqu'en 1918, pour fêter l'armistice, on avait eu l'idée d'illuminer la façade de la cathédrale de Strasbourg. Évidemment, on venait de récupérer cette ville de Strasbourg et cette extraordinaire cathédrale rouge. Je parlais de dentelle et de fuseaux tout à l'heure, alors là, qu'en est-il de l'extraordinaire façade de Strasbourg? Et puis, par la suite, quand je dis par la suite, c'est dans l'entre-deux-guerres, on éclaire les monuments, mais on les éclaire de la façon la plus classique qui soit encore. La Tour Eiffel, bien entendu, la colonne Vendôme, l'Opéra, la place de la Concorde à Paris, et puis un certain nombre de grands monuments en province. L'Arc de Triomphe, Notre-Dame seront parmi les derniers avant l'exposition la grande exposition de 1937 qui va évidemment rendre qui va redonner à cette illumination monumentale toute son importance. Il faut savoir que cette même année 1937, Mazda, vous savez, le fabricant d'ampoules électriques, avait eu l'idée de créer une sorte de Tour de France de la lumière qui mettait en valeur un grand nombre de monuments dans le territoire. Mais on est là vraiment à la veille de la Seconde Guerre mondiale et ce n'est qu'après la guerre que tout va littéralement se développer. C'est en 1951 que l'on voit les châteaux de la Loire bénéficier d'illuminations assez spectaculaires. Pas oublier que les châteaux de la Loire, dans les années 50, c'est vraiment le phare essentiel du tourisme en France. Et puis très vite, dans la foulée, quand je dis très vite, c'est dès l'année suivante, en 1952, a lieu le premier son et lumière de l'histoire de France, c'est le son et lumière du château de Chambord. Jean-Martin de Mézil, qui était le directeur des archives départementales du Loir-et-Cher entre 1941 et 1978, a eu cette idée. Le château de Chambord, dira-t-il, le plus illustre des châteaux de la Loire, est un palais un peu mystérieux qui a été conçu et créé pour les fêtes. Tout semble le destiner à une présentation nocturne où la lumière des projecteurs pourra à profusion inonder son architecture et faire apparaître sous un jour nouveau toute la fantaisie de la pierre de ce magnifique palais. Mais on peut faire mieux à Chambord et y donner un véritable spectacle de féerie où les jeux de lumière pourront avec harmonie se livrer à toutes les fantaisies que permet la technique moderne. Enfin, et moi j'ai envie de dire surtout, une sonorisation me paraît indispensable, disait de Mézil, car nous envisageons la création d'un véritable scénario où des commentaires et des musiques enregistrées doivent pouvoir compléter l'éclairage du monument. Ça ne pouvait pas passer inaperçu. Le son et lumière on appelait ça à l'époque simplement le spectacle son et lumière. On ne précisait pas de Chambord puisqu'il était le seul. Dès l'année suivante, à l'été 1953, on voit la même chose organisée à Versailles. Il s'agissait, raconte l'un des auteurs de ce spectacle de Versailles, d'utiliser une technique nouvelle, la stéréophonie, qui permet de déplacer les voix dans l'espace et de donner l'impression qu'une phrase parlée ou musicale vient tantôt de tel point et tantôt de tel autre. Et en même temps, un jeu d'orgue lumineuse pouvait illuminer soit tout le château, soit le lieu précis où se passait une scène. Avec ces éléments, il s'agissait de bâtir un spectacle qui suggéra la présence des personnages. L'auteur, en l'occurrence, c'est André Mauroy, qui tirera d'ailleurs du texte de ce spectacle un célèbre petit ouvrage qui est paru chez Grasset en 1954 et qui s'appelait « Le poème de Versailles ». Alors le spectacle à l'époque s'appelait « À toutes les gloires de la France ». Vous savez que c'est l'inscription que Louis-Philippe avait fait figurer au fronton des pavillons Dufour et Gabriel sur la façade ville du château de Versailles. Il est mis en scène par Maurice Lehmann. C'est un divertissement qui d'emblée va connaître un succès fracassant puisque dites-vous que dès la première année, les recettes s'élèvent à 53 millions de francs de l'époque, ce qui est beaucoup. Le public regarde d'abord du côté du parc, les gens sont debout, exactement comme dans la cour des Invalides aujourd'hui. On regarde depuis le haut de la tonne un texte qui est signé Jean Cocteau, qui est d'ailleurs dit par Jean Cocteau et qui met le public dans l'ambiance. Et puis d'un seul coup, on fait donner des coups de projecteur, on entend les bruits du tonnerre et il faut se retourner pour observer les façades qui d'un seul coup s'illuminent, les grandes eaux qui jaillissent par là-dessus, les feux d'artifice. Oh, n'en jetez plus, nous sommes à Versailles.
musique pour les feux d'artifice royaux sur Europe 1, musique composée par Handel. Ah oui, pour les Londoniens à l'époque, mais ça va tellement bien à ceux que nous évoquons. C'était la voix de Pierre Freinet qui disait le très beau texte d'André Mauroy. En ces lieux aujourd'hui si beaux, où la longue façade classique d'un palais domine les plus nobles jardins du monde, disait Freinet, et où de larges allées s'enfoncent en des lointains bleuâtres, il n'y avait au temps du roi Louis XIII que des forêts, des marécages et une maison de chasse où le roi venait avec quelques familiers courir le lièvre, le cerf et le renard. Vision de poète. Alors c'est à cette époque, et grâce au son et lumière du reste, qu'on va électrifier le château de Versailles, ou en tout cas lui donner une installation, le doter d'une installation électrique moderne. C'est dire au passage l'importance de ces spectacles pour la modernisation des différents monuments et des lieux. Ça va être le cas non seulement à Versailles, mais dans un grand nombre de châteaux, à Chenonceau, à Zell-Rideau, tout ça dès le milieu des années 50, un Cheverny, Villandry, etc. On exporte ce savoir-faire jusqu'aux pyramides du Caire, jusqu'à Athènes, avec l'illumination de l'acropole d'Athènes dès 1956, en Tunisie à Monastir, à Rhodes, etc., avec toutes sortes de spectacles son et lumière, dont les textes sont évidemment signés des grands passeurs d'histoire de l'époque, André Castelot, André Mauroy, je vous l'ai dit, Jean Cocteau, Marcel Achard, etc., sur des musiques souvent de Georges Delerue qui fait merveille dans cet exercice. Et puis alors, grande innovation, grâce, et ça c'est dû à l'imagination de François Brou, qui à l'époque est le directeur du tourisme de la Sarthe, on est au début là des années 60, c'est l'installation dans ces sons et lumières de tableaux vivants avec des personnages, des figurants, et le grand exemple bien sûr ça va être le son et lumière du château du Lude, qui pendant toutes les années 60 et même au début des années 70 va avoir un succès absolument phénoménal avec cette grande fête Renaissance à la cour de François Ier, etc. Il y aura d'autres grands sons et lumières du même genre, à Moret-sur-Loing évidemment, à Saint-Aignan-sur-Cher, à Valençay, grand spectacle, à Lucé-le-Mal, et puis il faudrait pas oublier le château de Saint-Fargeau. Enfin il y en aurait tellement et tellement, et mes amis de la bataille de Castillon vont me dire mais alors tu n'as pas parlé de Castillon. Il y en a énormément. Le plus célèbre de tous, c'est celui qui va donner ses lettres de noblesse au genre et qui va drainer des foules considérables, c'est évidemment le spectacle du Puy du Fou. Nous y venons dans un instant. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Un extrait sur Europe 1 de l'hymne final qui clôt le spectacle du Puy du Fou. Et oui, alors le son, on peut dire que la musique joue un rôle très important dans ces spectacles, Bruno Cellier. On a tendance à se laisser aveugler par la splendeur des lumières, mais en vérité, ce qui fait la réussite de ce genre de spectacle, à mon avis, c'est précisément la bande son, en vérité. Oui, tout à fait. Et dès le début d'ailleurs, les premiers concepteurs, comme M. Houdin, se sont attachés les services... Descendants du célèbre magicien. Voilà, se sont attachés les services des plus grands compositeurs de l'époque. Maurice Jarre, Georges Delerue, vous le disiez, ont accompagné et ont garanti le succès un petit peu des premiers spectacles. Et plus tard, Jean-Michel Jarre d'ailleurs, qui a lui aussi emboîté le pas. Voilà, le fils prenant la suite du père. Oui, parce qu'il y a une résonance, la musique apporte une résonance absolument particulière au monument, et c'est un des ingrédients indispensables pour la réussite d'un spectacle. Un de nos auditeurs me fait remarquer que Lyon, la capitale des Gaules, revêt un habit de lumière tous les 8 décembre. Et oui, on en parle de cette fête des Lumières de Lyon, bien entendu. On ne peut pas évoquer, alors évidemment, là, il va forcément y avoir des frustrations. On ne peut pas évoquer tous les spectacles de son et lumière qui peuvent exister à travers la France. Ce que nous allons faire, c'est parler du plus célèbre d'entre eux dans un instant, si vous voulez bien. C'est Eric qui nous dit « Merci de parler de la cinécénie. Ce mot est déposé pour le Puy du Fou. » Mais oui, je le sais bien, c'est une appellation spéciale. Bonjour Nicolas de Villiers. Bonjour. Vous êtes évidemment le président et le directeur artistique du Puy du Fou. Vous êtes un peu le maître de ce sujet et de ce domaine. Combien de visiteurs viennent chaque année en Vendée pour assister à la cinécénie du Puy du Fou ?
Alors, au Puy du Fou, au total, c'est 1 600 000 visiteurs, dont 370 000 vont voir la cinécénie qui a fait la réputation du Puy du Fou. Et qui viennent, si j'ose dire, qui viennent en rase campagne exprès pour ça, il faut bien le préciser. Absolument, et du monde entier maintenant, puisque nous avons près de 10% d'étrangers qui viennent maintenant du bout du monde pour venir voir la cinécénie et vivre une expérience extraordinaire. Mais aujourd'hui, le Puy du Fou, c'est bien au-delà de la cinécénie, de très nombreux spectacles, et on peut y passer 2 jours. Mais la cinécénie a fait connaître le Puy du Fou, c'est clair, il y a depuis 35 ans, puisqu'elle est née il y a 35 ans. Et votre parc a été d'ailleurs, s'est vu décerner l'année dernière le label de plus beau parc d'attractions du monde. Hein, donc absolument, l'Oscar du meilleur parc au monde qui nous a été remis à Los Angeles, donc ça a été évidemment un grand moment pour nous, parce que c'était les Américains qui reconnaissaient le talent français. Ce que vous appelez cinécénie, c'est pour éviter d'employer le terme son et lumière, justement ? Alors non, c'est pas du tout pour éviter, simplement c'est parce que la cinécénie est un nouveau genre dramatique, chorégraphique, et cinécénie, ça veut dire l'espace en mouvement, ciné le mouvement, scénie l'espace, pour désigner finalement ce que nous on appelle un film de plein air. C'est pas du tout, à la différence des sons et lumières d'il y a quelques années, vous évoquiez le luth tout à l'heure, ça n'est pas une narration un peu figée dans laquelle finalement on retrouve un fil conducteur avec la voix d'un narrateur par exemple, mais on est dans un vrai film qui en fait découpe la scène, l'immense aire scénique du spectacle qui est de 23 hectares, il y a 1200 comédiens sur la scène de la cinécénie, donc il faut imaginer que chacune des scènes se déroule comme dans un film, et on découpe la scène à la manière dont on pourrait découper les carrés d'une pellicule, et puis la caméra, c'est l'œil du spectateur qui va aller chercher tantôt en avant-scène, tantôt dans les profondeurs de la scène, tout ce qu'on veut raconter, et va trouver là, à travers le spectaculaire, l'émotion qu'on cherche à faire passer. Alors j'ai eu la chance à vos côtés d'ailleurs l'année dernière de voir ce très beau spectacle après 20 ans d'absence, puisque je l'avais vu 20 ans plus tôt, et j'ai trouvé qu'il y avait somme toute assez peu de changements. Il y a une sorte de grande tradition, et vous restez très fidèle au spectacle originel en vérité, celui conçu par votre père d'ailleurs. Exactement, alors d'une certaine manière la trame effectivement a évolué, mais est restée sur le fond la même, parce que vous savez, pourquoi ajouter une moustache à la Joconde, hein, je veux dire, à un moment donné quand on tient l'œuvre et qu'elle touche le cœur des gens, on en garde la trame. En revanche, évidemment, sur le plan technologique, sur le plan de la mise en scène, le spectacle a énormément évolué. Et donc, on parlait du son, vous parliez de la lumière, tout ça a énormément évolué, et beaucoup de machineries sont venues s'additionner pour donner un spectacle qui est maintenant très spectaculaire, devant une tribune de 14 000 places, qui est tous les soirs comble, et avec ses 1200 acteurs en scène, évidemment, la cinécénie est devenue une vraie expérience. C'est une sorte d'expérience en 3 dimensions, mais sans lunettes, vous voyez. Donc c'est un peu difficile de décrire la cinécénie quand on ne l'a pas vue, et c'est souvent d'ailleurs ce que les gens nous disent, il faut l'avoir vue. Ce qu'on cherche à obtenir depuis des années, en faisant monter le niveau artistique de la cinécénie, si je puis dire, c'est-à-dire en enrichissant le spectacle et en faisant vraiment, en lui donnant un rythme encore nouveau et en lui permettant de garder sa longueur d'avance, c'est d'obtenir le fameux silence après le concerto de Mozart, dont on disait le silence aussi était de Mozart, et c'est un peu ce qu'on arrive à obtenir aujourd'hui, c'est-à-dire que nos spectateurs restent presque silencieux tellement ils sont abasourdis, et c'est ça que nous cherchons au Puy du Fou, finalement, à permettre à nos visiteurs de rentrer en eux-mêmes et de trouver au plus profond d'eux-mêmes une émotion qui est universelle. Merci beaucoup Nicolas de Villiers. Je rappelle que vous êtes président du Puy du Fou et directeur artistique évidemment de ce spectacle. Vous n'avez pas les 1200 figurants dans la Cour des Invalides, c'est le moins qu'on puisse dire, Bruno Cellier, puisque vos figurants à vous, ce sont des figurants d'images, de projection. Le figurant, il y en a un, je dirais, c'est le monument. Voilà. C'est la vedette, la star sur laquelle tout repose, hein, parce que en fait, ce spectacle est un passeur d'histoire. J'aime bien utiliser cette image pour en parler. Comme la pierre absorbe la chaleur pendant la journée du soleil, le soir venu, la pierre restitue la chaleur. Et là, la pierre a emmagasiné 300 ans d'histoire, et le soir venu, par magie, elle le restitue aux spectateurs. C'est le principe de la plaque sensible, en quelque sorte. Oui. Alors, Nicolas de Villiers nous disait à l'instant que si la cinécénie du Puy du Fou n'a pas tellement évolué, en revanche, dans sa présentation, en revanche, la technologie derrière, elle, est totalement nouvelle. C'est un peu le cas de ce que vous faites aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on sente la technologie, et pourtant elle est là. Les prouesses que vous accomplissez, cette transfiguration des Invalides, tout cela n'est possible que parce qu'il y a des merveilles de technologie, évidemment. Hein.
Oui, c'était très intéressant ce que disait Nicolas de Villiers, c'est que les technologies sont au service d'un scénario et d'une approche d'émotion. Il faut qu'on les oublie, mais vous avez très bien résumé ça. Elles sont d'autant plus bluffantes qu'elles reposent sur quelque chose sur une émotion, sur des textes et portées par des belles musiques. Et si on est authentique, c'est-à-dire si effectivement le spectacle ne se sert pas du lieu comme d'un écrin, comme d'une boîte, mais si vraiment le spectacle a été conçu, colle à l'identité et à l'histoire du monument. La nuit aux Invalides, c'est donc à partir de ce soir. Nous l'avons vu en avant-première hier, mais là, c'est ouvert au public à partir de ce soir. C'est jusqu'au 7 mai. Vous attendez beaucoup de monde, d'après ce que j'ai compris. Alors, nous avons déjà vendu plus de 25 000 places. Et donc, effectivement, le succès est au rendez-vous pour cette deuxième saison. Et il reste encore beaucoup de séances pour les Parisiens et pour les touristes. Nous les accueillerons avec joie dans la cour d'honneur des Invalides. Avec 2 projections, une à 21h30 et une à 22h30. Alors 21h15 et 22h15. Oui, il faut être là, il ne faut pas être en retard, disons. Oui. Bon, voilà, parce que les portes sont difficiles à ouvrir, elles ont plus de 200 ans et on les ferme pour prendre le spectateur au cœur du monument. Donc 21h15, 22h15 tous les soirs et ça dure 35 minutes. Tout à fait. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cet extraordinaire spectacle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'activité nocturne, en quelque sorte, mais qu'il y a une activité diurne aux Invalides. C'est la visite du musée et des expositions. Nous allons parler de la nouvelle grande exposition de l'Hôtel National des Invalides dans un instant, en compagnie du général Baptiste. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Extrait musical sur Europe 1 du spectacle La Nuit aux Invalides. Vous l'avez compris, qui se tient à partir de ce soir et jusqu'au 7 mai. Et alors, pour une partie du public, parce qu'il faut évidemment réserver ça à l'avance, il est possible de visiter le Dôme également, mon général. Oui, le Dôme. Alors, le Dôme, on dit souvent, c'est le tombeau de Napoléon. Oui, c'est vrai, il est là, mais il n'est pas là tout seul. Un certain nombre de maréchaux, Vauban, Turenne. Et bien entouré. Oui, Lyautey, Foch sont là aussi et qui représentent dans ce panthéon des gloires militaires les différentes époques de notre histoire moderne et contemporaine. Et donc, il y aura, oui, après, mais alors pour un contingentement de pas plus de 300 personnes par soir, une scénographie mise en scène par Bruno Cellier et la société Amaclio qui prolongera le spectacle. C'est intéressant, cette dimension entre guillemets consensuelle des Invalides. Évidemment, les Invalides servent de cadre à un grand nombre de cérémonies de la République, j'allais dire au quotidien, mais elles sont aussi un lieu de mémoire. Vous recevez chaque année le prince Napoléon, par exemple, pour la messe du 5 mai. Vous avez également parfois des réunions pour les différentes branches de la famille de France. Donc, on va dire le souvenir, cette fois, de la royauté. Toute l'histoire de France est aux Invalides, en quelque sorte. C'est toute l'histoire de France qui est aux Invalides et c'est aussi l'un des rares bâtiments qui ait gardé sa destination originelle, c'est-à-dire le lieu de rencontre entre la nation et ses soldats, le lieu où la nation, quel que soit le régime, exprime son affection à ses soldats. Mais c'est aussi un outil de mémoire, comme vous avez dit, c'est un outil de culture, c'est un outil de rencontre, c'est un outil diplomatique. Nous avions hier matin dans nos murs le président slovène qui était en visite officielle et qui tenait à visiter l'exposition Napoléon et l'Europe parce que la Slovénie a prêté quelques objets. Alors, venons-en justement à cette exposition parce qu'il nous reste relativement peu de temps. Napoléon et l'Europe, j'allais dire vaste programme. Vous avez décidé de demander à tous les pays qui de près ou de loin ont été en contact, si je puis dire, plus ou moins pacifique avec l'épopée napoléonienne, de prêter ce qu'ils pouvaient nous donner de plus illustre et de plus marquant dans le domaine. Oui, on ne peut pas faire en 2013 une exposition temporaire Napoléon et l'Europe en la faisant juste entre Français. Bah voilà. Ce sont 15 années qui ont eu un impact extraordinaire sur une accélération de la vie de l'Europe. Alors une accélération par des rapports de force. 1799, 1814, 15. Par du sang, par des larmes, par des bouleversements, mais par également l'exportation de l'idée de l'égalité de la Révolution. Et on ne sait pas si Napoléon avait un projet européen, il le dira à Sainte-Hélène qu'il en avait un, mais
on voit qu'il avait une idée de l'Europe au service de la France, au moins économique. Bien. Et donc, nous avons demandé effectivement à un certain nombre d'organismes patrimoniaux, de musées, de Grande-Bretagne, d'Espagne, d'Italie, de Suisse, de Pologne, d'Autriche, d'Allemagne, de Slovénie, de Lituanie et de Russie, d'être avec nous sur la composition en objet de cette exposition. Et donc, c'est un regard. Et nous avons aussi voulu, à chaque fois, montrer comment les Français racontaient cette épopée à l'époque. Mais comment elle était vécue et vue dans les autres pays et aussi. donc c'est exactement, en termes cinématographiques, le chant et le contre-chant, le point et le contrepoint. Et donc nous n'avons ni un discours hagiographique, ni un discours à charge, mais nous avons essayé d'avoir une espèce de distance scientifique et la plus rigoureuse possible sur les bouleversements de cette époque. Alors un certain nombre de chefs-d'œuvre ont été prêtés. Il y a des tableaux, des aquarelles, des plans, c'est extraordinaire, des caricatures aussi bien entendu. Le musée des Beaux-Arts d'Angers a prêté son fabuleux buste de Napoléon par Canova. Extraordinairement éclairé. Ah oui, qui est en plus très bien mis en scène en quelque sorte. Il y a des militariats et pour cause, on est aux Invalides, mais précisons bien qu'il ne s'agit pas d'une exposition militaire. Non, alors nous avons combiné deux choses, puisque à l'étage en dessous, nous avons notre exposition permanente sur l'histoire moderne et donc magnifique d'ailleurs, refaite il y a quelques années. Voilà, depuis peu avec des armes, des uniformes sud. Nous n'avons pas voulu refaire la même chose et donc nous avons plutôt mis cela à travers de l'iconographie, à travers des très beaux marbres, mais également avec beaucoup de caricatures, avec également le code de Napoléon dans toutes les langues dans lesquelles il était diffusé. Nous avons essayé aussi de faire beaucoup de cartographie animée pour montrer un peu cette expansion, puis cette rétractation de la France du temps de Napoléon. Bref, nous avons essayé de faire quelque chose qui puisse permettre, en 600 mètres carrés, de comprendre que cette première expérience d'une Europe a été quelque chose qui marque encore l'Europe de maintenant. L'exposition Napoléon et l'Europe, c'est donc à l'Hôtel National des Invalides depuis quelques semaines déjà et jusqu'au 14 juillet prochain avec un très beau catalogue qui est coédité par vous, le Musée de l'Armée, et par Somogy. Je vous vois feuilleter, Bruno Cellier, un programme, c'est celui du spectacle dont vous parliez tout à l'heure, de 1980, non ? Non, celui de 1955-56. Ah oui, c'est carrément plus vieux. Retrouvé dans les puces de Lyon. Et le discours de Malraux de 61 clôture le spectacle La Nuit aux Invalides 2013. Je lis juste la fin de l'argument du programme de 55. Puisse l'exaltation de leur gloire passée raffermir dans le cœur des Français la certitude de leur avenir. Les textes de l'époque étaient du colonel Rémy. Voyez, ah oui, très important. Vous viendrez peut-être nous reparler d'autres luminescences bientôt, puisque vous travaillez sur le fastueux palais des papes d'Avignon également, toujours avec Amaclio, pour mettre en comment pourrait-on dire, j'allais dire en scène, c'est plus que ça, pour mettre en lumière. En lumière, l'histoire du Palais des Papes. Merci beaucoup à vous deux d'être venus nous parler de cette merveilleuse, de ce très beau spectacle auquel nous avons assisté hier soir. On ne sait pas quel mot employer, vous avez remarqué? Oui, je vois que vous parce que quand on dit tâtonnez son et lumière, ça paraît un peu ringard. C'est tout sauf ringard, en tout cas, voilà, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Benjamin.